Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatémerie et je suis Anne Gersar, votre hôte. Dans ce podcast, j'explore la notion de la réussite avec des invités aux horizons et parcours très divers. Parce qu'on met souvent en avant un modèle de réussite linéaire, je veux challenger cette notion pour que chacun puisse se l'approprier et se poser la question « Qu'est-ce que réussir ?» À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Qu'il soit entrepreneur, salarié, sportif ou encore artiste, mes invités me partagent leur définition et leur recette de la réussite à travers deux formats. Un lundi sur deux, ce sont les récits de vie de Gatémerie, pendant lesquels j'entre dans l'univers de mon invité pour découvrir l'envers du décor de son parcours, notamment ses questionnements, ses doutes et ses prises de décision qui lui ont permis de redonner plus de sens à sa carrière. Et un mercredi par mois, ce sont les tips de Gatémerie où des invités répondent à vos questions sur une thématique particulière pour vous partager des conseils actionnables immédiatement. Mon objectif avec ce podcast est de vous inspirer et de vous donner des outils concrets pour vous rapprocher de votre propre réussite. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le noter sur Apple Podcasts, mais surtout de le partager autour de vous. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Et comme vous êtes mes meilleurs ambassadeurs, je sais que je peux compter sur vous. Allez, c'est parti pour l'épisode de la semaine. Pour ce nouveau récit de vie de Gatémerie, j'ai le plaisir de recevoir Tidjane Deme, le directeur général de Partech en Afrique, un conglomérat de fonds d'investissement qui opère dans le monde entier. Je voulais recevoir Tidjane sur ce podcast pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais mieux comprendre le métier de VC, Venture Capital, qui sont ces fonds qui financent les startups. Et comme j'aime bien vous apporter de nouvelles choses, je voulais le faire dans un contexte africain en plein essor. Ensuite, je voulais aussi montrer qu'on peut être un salarié tout en ayant un esprit très entrepreneurial. Après son expérience à la Silicon Valley, Tidjane rentre au Sénégal, son pays natal, pour lancer sa première startup qu'il plante lamentablement, comme il le dit. Il intègre ensuite le géant Google, et vous allez voir comment, où il fait plusieurs postes et devient directeur général de Google Afrique à peine 34 ans. Avec Tidjane, on a parlé de son enfance au Sénégal dans une famille d'érudits religieux, de la difficulté à conjuguer plusieurs mondes pour se construire sa singularité, de sa traversée du désert après son diplôme à Polytechnique. Tidjane m'a reçu dans ses bureaux à Dakar, au style très Silicon Valley, avec piscine, tout ça. J'ai pas pu me baigner, j'ai passé un très bon moment, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Tidjane Deme. Bonjour Tidjane. Bonjour. Je suis ravie de recevoir sur Gatémerie, enfin. Le plaisir est pour moi. Tu as un profil et un parcours assez intéressant parce que tu as commencé ta carrière en tant que salarié. Tu es devenu entrepreneur pendant des années et ensuite tu es redevenu salarié dans des grands groupes tels que Google et aujourd'hui Partech. On reviendra sur tout ça, mais je vais commencer par le présent, du coup Partech. Oui. Aujourd'hui, Partech, c'est un fonds d'investissement, on peut dire ça ? Oui, Partech, c'est plus précisément une société qui gère plusieurs fonds d'investissement en capital risque. D'accord, super. Et j'ai vu que Partech était dirigé en majorité par des ex-entrepreneurs. Oui. Pourquoi avoir choisi des ex-entrepreneurs pour diriger ces conglomérats de fonds d'investissement ? Oui, c'est une très bonne question. C'est une question intéressante parce que ce n'est pas toujours le cas. Peut-être pour y répondre, un peu plus de contexte sur comment cela se passe. Donc, les dirigeants de Partech dont on parle, ce sont l'ensemble des associés, ou comme on les appelle dans le jargon des partners, des general partners, qui dirigent les fonds de Partech, qui lèvent les fonds, gèrent, investissent les fonds, accompagnent les entreprises et donc dirigent ces fonds. Et évidemment, traditionnellement, ce sont des gens issus du milieu financier. Chez Partech, l'ADN entrepreneurial est très fort parce que ceux qui ont commencé cette équipe-là, qui ont accueilli au fur et à mesure d'autres associés autour d'eux, ont la conviction que cet ADN entrepreneurial est important et nécessaire pour pouvoir accompagner des entrepreneurs, qu'il faut l'avoir vécu, avoir l'expérience pour pouvoir vraiment accompagner, conseiller, coacher des jeunes entrepreneurs. Je me souviens l'avoir posé quand j'arrivais dans ce métier, avoir interpellé mes associés sur le fait que moi-même, je n'avais pas un pédigré dans les services financiers, dans le monde financier. Et la réponse que j'aimais beaucoup, c'était ça s'apprend. Par contre, l'expérience entrepreneuriale, il faut l'avoir vécu. Oui, c'est l'expérience. Et par exemple, quand tu dis l'esprit entrepreneurial, ça se caractérise par quoi ? Alors là, je parle d'expérience entrepreneuriale, donc plutôt le fait d'avoir soi-même été
en fait, ou plus généralement, le terme qu'on utilise, c'est opérateur. Donc, l'investisseur met de l'argent, accompagne, à la différence de celui qui est de l'autre côté de la table, qui opère et gère une boîte. Cette expérience opérationnelle, cela veut dire avoir été soit dans une position d'entrepreneur soi-même, ou avoir été dans une position, en tout cas, de manager, de gérer des opérations, et donc permet d'avoir vécu les challenges, les difficultés que vont vivre les entrepreneurs, d'avoir vécu dans des endroits où des solutions, plusieurs formes de solutions ont été mises en place, et donc de pouvoir anticiper certains des problèmes qu'on va rencontrer, de pouvoir apporter des réponses concrètes aux questions que l'entrepreneur se pose. Parce que il faut voir, l'aventure entrepreneuriale, et je vais revenir souvent sur ça, parce que c'est vraiment un sujet très, très intéressant. Typiquement, vous prenez un entrepreneur qui commence avec une entreprise de 3 personnes, 4 personnes. Il est peut-être informaticien à la base, ou bien c'était un commercial. En tout cas, il a un métier. Si on arrive à accomplir sa vision et à construire quelque chose de grand, il va finir manager. Il ne va plus être en train de faire la technique. Du jour au lendemain, il va se retrouver passer d'une boîte de 3 personnes à gérer une entreprise de 200, 300 personnes. Et c'est une autre vie. Il doit apprendre tout ça. Souvent, c'est un jeune entrepreneur, donc il n'a pas encore eu l'opportunité de faire tout ça. Et donc, c'est un parcours personnel extrêmement, extrêmement intense. Il faut accompagner. D'accord. Et l'avoir vécu est un atout, j'imagine, quand on est de l'autre côté de la table. Oui, c'est vraiment se mettre dans la peau, se mettre dans la peau de celui que vous conseillez. Oui. Pour pouvoir vraiment lui donner les solutions adéquates. Oui. Très clair. Le métier de VC, c'est un métier qui est assez plébiscité. En tout cas. En Europe, certainement. Voilà, en Europe, oui. J'aimerais du coup que tu m'expliques concrètement en quoi consiste le métier de VC. Alors, je ne pourrais dire que ma compréhension d'aujourd'hui, puisque je dois l'avouer, je ne suis dans le VC que depuis 3-4 ans, et ma compréhension personnelle, parce que comme beaucoup de gens, évidemment, je suis arrivé dans ce métier avec une compréhension très romantique du métier. Je me voyais brandir mon chéquier et rencontrer des gens intéressants et leur signer des chèques. Évidemment, au jour le jour, ce n'est pas forcément ça. Alors, si je dois le définir comme je l'ai vécu, pour moi, le métier de VC, ça a d'abord été construire une thèse, c'est-à-dire s'asseoir, regarder le marché, l'écosystème africain. Quand nous avons commencé cette aventure, mon camarade Cyril et moi, c'est regarder autour de nous dans l'écosystème, voir des tendances très fortes. Dans notre cas, c'était qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs sur le continent, très talentueux, qui n'avaient rien à envier à des entrepreneurs d'ailleurs, qui utilisaient de la technologie pour s'attaquer à des problèmes qui étaient des problèmes structurels, donc des problèmes qu'on pouvait retrouver dans plusieurs pays du continent ou même des marchés émergents, et donc potentiellement des opportunités économiques extrêmement larges. Oui, parce qu'on peut les exporter. Voilà, et prendre la technologie, l'appliquer à ces problèmes-là et construire des entreprises qui étaient sur des trajectoires pour devenir des acteurs globaux, donc des vrais champions. Et ça, c'était une tendance que nous avons vue en vivant dans l'écosystème pendant des années. J'avais 15 ans d'expérience dans l'écosystème, Cyril avait encore un peu plus. Et donc, prendre cette perception-là, la transformer en une analyse très détaillée pour construire une thèse d'investissement. Dire, si je prends du capital, que je l'investis sous forme de, dans notre cas, prise de participation, private equity, dans d'autres cas de la dette ou etc., dans tel type de société, dans tel type de business, à telle étape, et je pourrais les amener, ou certains d'entre eux pourront aller à un certain niveau, et on pourra avoir des retours de tel type et des impacts de tel type. Donc, construire une thèse. Parce qu'on l'oublie, c'est ce qu'on va vendre aux investisseurs. Donc, il y a eu une phase pour nous de recherche, d'analyse. Nous avons passé beaucoup de temps sur le marché. Je me souviens que, par exemple, pendant l'été 2016, nous avons fait une douzaine de villes africaines pendant l'été. Pour vraiment flairer le marché, voir... Mais être VC, c'est d'abord ça. C'est d'abord ce travail de compréhension, d'analyse du marché qui permet de construire une thèse d'investissement et de dire voici dans quoi je vais investir et pourquoi. Et ensuite, être VC, c'est lever de l'argent. C'est aller présenter cette thèse, convaincre des investisseurs et des bailleurs de fonds, négocier avec eux et donc lever un fonds. Ce n'est pas du tout romantique. C'est... Dans notre cas, par exemple, c'était 1 an et demi et 380 investisseurs que nous sommes allés pitcher. Ah ouais. Oui, donc c'est un travail de fond. Énorme. Avant d'arriver à un fonds. Et évidemment, on annonce les choses quand elles marchent. Ça ne marche pas toujours. Ouais. Donc c'est aussi un travail entrepreneurial qui peut bien se passer ou pas. Bien sûr.
Et enfin, à ce moment-là, je pense qu'on découvre qu'on a normalement un deuxième wake-up call sur ce qu'on fait. C'est qu'après avoir fait tout ça, on a parlé face à face avec tous ces investisseurs, on a pris des engagements qu'on a ratifiés d'ailleurs. Et donc, c'est réalisé, c'est une responsabilité. On travaille avec l'argent de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et ça vient avec une certaine responsabilité. Et ensuite seulement vient, je pense, la partie qu'on envisage, qui est aller à la rencontre d'entrepreneurs. Et oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant parce que c'est rencontrer des gens extraordinaires qui ont des idées, qui ont construit des choses et qui vous transmettent leur passion, qui vous racontent ce qu'ils font. Sûr, donc ça, c'est évidemment la partie formidable. Dans notre cas, c'est 10 à 20 dossiers par semaine reçus. Donc c'est vraiment une stimulation intellectuelle extrêmement forte. C'est aller très profond dans le sujet avec certains de ces entrepreneurs, donc apprendre beaucoup, faire beaucoup d'analyses. Et c'est aussi avoir le courage de prendre une décision, de parier sur quelqu'un. J'ai plein de questions sur tout voilà. ce que tu viens de dire. Ouais. Et enfin, peut-être le plus terrible, c'est 99% du temps de dire non. Et enfin, c'est une fois qu'on a dit oui, c'est se mettre aux côtés d'un entrepreneur et l'accompagner là où il en a besoin. Et avoir aussi la force de le laisser faire. Oui. Aussi. Parce que c'est son entreprise. Ouais. Donc c'est tout ça, être VC. Et je ne suis pas sûr que c'est la perception qu'on en a effectivement quand on plébiscite ce métier en école. C'est ça, c'est pour ça que je voulais ton avis là-dessus. Alors j'ai plein de questions sur ce que tu viens de dire. T'as parlé du coup de la première étape, où tu fais une analyse du marché, des tendances, etc. Aujourd'hui, toi t'es en Afrique, donc on va se concentrer sur l'Afrique. Quels sont les marchés les plus porteurs? Les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intéressés pour lever des fonds, etc., ou même de monter une boîte. Quels sont les marchés ou les secteurs que tu vois, toi, les plus porteurs en Afrique, et quels sont ceux à éviter, par exemple? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Une manière très prosaïque, c'est de regarder où va l'argent aujourd'hui. Nous publions, mon équipe et moi, depuis 4 ans maintenant, un rapport annuel sur l'investissement dans la tech, VC Tech en Afrique. Et c'est d'abord, ce que cela dit globalement, c'est que le marché africain est extrêmement porteur. Ces investissements sont passés en 2015 de 270 millions de dollars à peu près à 2 milliards de dollars en 2019. Incroyable. Oui, et ça c'est juste ceux qui arrivent à lever. C'est le signe d'un écosystème qui est en pleine croissance, qui est en plein développement, mais qui attire de plus en plus l'attention d'investisseurs qui viennent de partout dans le monde pour parier sur cet écosystème. Et je le rappelle toujours, le VC, c'est un engagement dans le long terme. Il n'est pas là pour 6 mois, pas pour 1 an, il est là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, c'est un écosystème extrêmement dynamique aujourd'hui qui grandit très vite. Après, effectivement, quand on regarde dans le détail, c'est 2 milliards de l'année dernière, c'est 4 pays. Okay. qui prennent 85% de l'investissement. C'est le Nigeria, évidemment, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya et l'Égypte. C'est là où aujourd'hui les VC parient le plus dans la tech en Afrique. Il y a d'autres pays dans ce groupe-là qui arrivent, qui montent. Par exemple, il y a 2 ans, ma réponse aurait été 3 pays font 85%. L'Égypte n'en faisait pas du tout partie. Aujourd'hui, l'Égypte est probablement la deuxième destination d'investissement en Afrique. Donc, c'est aussi quelque chose qui évolue. Qu'est-ce qu'il est très, très vite. Dans le cas particulier de l'Égypte, un écosystème tech extrêmement fort, beaucoup de talents, mais aussi un environnement macroéconomique. Il y a eu quelques années, il y a eu un ajustement, par exemple, de la monnaie égyptienne qui a rendu la destination plus attractive. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui impactent. Mais, par exemple, dans le cas du Nigeria, ce sont des tendances de fond. C'est un marché extrêmement large. L'adoption de la technologie est très forte. Il y a par exemple un secteur financier très ouvert ou avec de l'infrastructure en place qui a permis de construire beaucoup de ce qu'on appelle les fintech. Bien sûr. Et c'est aussi un pays où il y a une concentration de talents techniques et entrepreneuriales. Oui, il y a un vrai esprit entrepreneurial. Voilà. Et donc ce sont ces tendances de fond-là qui l'expliquent. Je pense qu'il y a d'autres pays, par exemple le Kenya, où ce n'est pas lié à la
taille du marché, ce n'est pas le PIB, c'est une destination qui a attiré beaucoup d'investissements en tech, mais surtout qui a attiré des jeunes entrepreneurs de partout dans le monde qui sont installés au Kenya. Donc, il y a toujours des explications au cas par cas, mais si on regarde les trois autres, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, finalement, ce sont les plus gros marchés, ce sont les plus grosses économies du continent. C'est vrai. Et donc, voilà, ces tendances de fond restent vraies. Après, je disais, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Ce sont les 4 marchés qui attirent le plus les investisseurs. Mais si quelqu'un me dit où est-ce que je dois aller, peut-être que l'éventail de marchés doit être plus large, parce que ce sont aussi les 4 marchés les plus visibles. Les investisseurs étant surtout hors du continent vont investir sur les marchés qui sont les mieux connus. Et pour moi, il se passe beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans beaucoup plus de pays qui ne sont pas forcément visibles de ces investisseurs. Et c'est là que nous, investisseurs locaux, ce que j'appelle les investisseurs locaux, des investisseurs qui ont de la présence sur le terrain, sur le continent, devront être capables d'élargir notre champ d'action et d'aller voir ce qui se passe dans ces pays-là. Ok, très clair. Et tout à l'heure, tu disais, vous recevez entre 10 et 20 decks par semaine. Oui. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans un projet? Pourquoi vous, on dit vous, c'est votre équipe, ton équipe, pardon, vous investissez dans telle boîte ou telle autre? Parce que le secteur, c'est le même, environ, c'est la tech. Oui, alors chaque investisseur a sa thèse. Bien sûr. Et il y a des choses qui sont, à mon avis, communes, générales. Je pense que on le dit ad nauseam. Le premier critère d'investissement, ce sera toujours un pari sur les personnes, les hommes, les femmes entrepreneurs qui créent et qui gèrent les boîtes. Les gens vous disent, c'est 80% de la décision, c'est 50%. C'est sûr, c'est l'essentiel de ce qui fait vibrer un investisseur. D'accord. Après, on essaie d'avoir un framework très structuré. On vous dira, donc au-delà de l'équipe, c'est la taille du marché ciblé, c'est le modèle, c'est le produit, le business model, etc. C'est le momentum, la vitesse avec laquelle ça décolle. Et ça, que nous appelons d'ailleurs chez Partech les 4M, management, market, model et momentum. Okay. C'est le gros framework dans lequel tout se passe. D'accord. Notre fonds est généraliste, donc vous voulez faire toute la tech, mais après après quelques années, nous pouvons constater que certaines choses nous font vibrer plus que d'autres, beaucoup plus. Quelles sont ces choses-là? Cyril et moi, nous disons toujours qu'il y a une opportunité dont beaucoup de gens parlent, mais qu'on sous-estime toujours, sur les économies informelles africaines. Et ce qui se passe de particulier avec la tech, c'est que les plateformes digitales ont cette capacité, qui était jusqu'à présent inexistante, de réunir plein d'acteurs informels sur une plateforme et de les organiser, et donc de fournir un service structuré. Je vais essayer un exemple précis. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, depuis 2 ans, des plateformes ont émergé qu'on appelle de la logistique tech, dans la logistique, qui font par exemple Uber des camions. Il faut voir que l'industrie très limitée de manufacture africaine, où les importateurs ont un gros problème, c'est déplacer la marchandise. Et pour une usine typique, c'est se réveiller le matin pour le logisticien, appeler des camions, parce que c'est un marché fragmenté. Il y a plein d'auto-entrepreneurs qui ont des camions. Et donc, c'est prendre son téléphone, appeler plein de camionneurs pour leur dire, j'ai besoin de 20 camions demain devant mon usine pour évacuer ce que j'ai produit et le distribuer dans le pays. Et appeler 50, avoir 20 qui vont vous dire qu'ils vont arriver, et le lendemain, à en avoir 10 qui sont là. Et en route, 2 camions vont tomber en panne, vous savez pas quand est-ce qu'ils vont arriver, mais tout ça parce que le secteur est très informel. Et quand on voit des plateformes comme Lori au Kenya, Kobo 360 au Nigeria, Trela en Égypte, etc., réunir tous ces camions-là sur une plateforme et donner tout à coup à l'entreprise la possibilité de faire une requête, de recevoir le nombre de camions dont ils ont besoin, de savoir qu'ils seront là demain à l'heure, de pouvoir les traquer et suivre leurs marchandises pendant qu'elles se déplacent dans le pays, de planifier le déchargement. On vient de donner enfin à cette entreprise un service structuré. Oui, en fait, c'est le painful point voilà. qui est vraiment résolu. Et ça structure le service, ça le rend enterprise grade. Donc, on fait toujours travailler le secteur informel. Le client reçoit un service extrêmement structuré, organisé, qu'il attendrait d'une grande entreprise. Et c'est vraiment enfin mettre au travail le secteur informel.
l'organiser, le mettre au travail. Dans le secteur du transport, par exemple, ces plateformes-là se retrouvent à réorganiser le transport dans toute une ville sans qu'on s'en rende compte. Parce que tout à coup, ils savent qui va aller où. Ils les connectent avec les transporteurs, mais au bout d'un moment, ils commencent à les grouper, à organiser les express. Et donc, cette capacité que le digital a de prendre le secteur informel et de l'organiser. On a toujours rêvé, depuis qu'on est enfant, on entend des séminaires sur la formalisation des économies informelles. Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est leur digitalisation et donc leur structuration. Et ça crée beaucoup d'efficacité qui n'existait pas. Cela génère beaucoup de valeur dans nos économies. Et ça va au cœur des économies africaines. Oui. Voilà. Il y a beaucoup d'informels. Et donc, comme par hasard, notre premier investissement était dans une plateforme comme ça, Trade Depot au Nigeria, qui fournit qui permet aux petites boutiques qui font l'essentiel du commerce africain de commander leur stock sur une app et de les livrer le lendemain. Et qui remonte comme ça et digitalise toute la chaîne de distribution FMCG. Et l'organise, la rend beaucoup plus efficace, etc. Oui, ça, jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle entreprise dans ce domaine nous fait vibrer immédiatement. Donc pour les auditeurs, vous savez quoi faire. En parlant du 4M dont tu as parlé tout à l'heure, le management, l'équipe, la question que je me pose, c'est, tu as une équipe qui arrive devant toi, qui pitch son projet. Comment vous décelez les compétences? Parce que c'est un vrai sujet. Ça dure combien de temps? 30 minutes, 1 heure? Oui, alors un pitch peut durer 1 heure, mais évidemment. Tu vois, enfin, je veux dire, sur un temps très court. Il y aura beaucoup d'interactions. Comment déceler, en fait, tu vois, on peut dire, oui, j'ai un background, ça. Comment, c'est une question épineuse. C'est une question épineuse parce que pour un critère qui joue un rôle aussi important dans notre travail, il n'existe pas de framework pour juger les gens. Non. Il n'existe pas de cadre, d'algorithme, de méthode pour juger les gens. Et en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui est arrivé dans l'industrie, et je suis ingénieur à la base, je veux penser qu'il doit y avoir un système pour tout. Mais j'ai eu la chance, je pense, d'arriver dans une équipe qui avait déjà beaucoup d'expérience, de les regarder faire, de leur poser beaucoup de questions, pick their brains, comme disent les anglophones, et de voir que au bout d'un certain temps, les gens développent quand même des systèmes à eux, des mécanismes et des raccourcis. Avec le temps, je sais dire un certain nombre de choses. Oui, le pédigré compte, mais le pédigré compte beaucoup moins qu'on le croit. Il faut passer beaucoup de temps avec un entrepreneur et probablement face à face. Et c'est ce qui rend notre travail difficile cette année, et en tout cas avec la crise en cours, pour se faire une idée. Bien sûr. Il faut parler aux gens autour de la personne, donc faire ce qu'on appelle des reference calls, parler avec des gens qui ont travaillé avec eux, etc. Il faut en faire parce que nous sommes tous. D'abord, on va passer très peu de temps avec des gens, donc c'est bien d'entendre ceux qui ont passé beaucoup de temps, et nous avons tous nos biais. Et ce qui m'amène à un troisième point. Nous sommes biaisés, il faut le savoir, et donc mettre autour de la table, du côté de l'équipe d'investissement, une certaine diversité de perspectives. Bien sûr. Si vous ne mettez autour de votre table que des HEC ou des X-Télécom, vous aurez certainement un biais très fort dans votre sélection. De toute façon, nous sommes tous biaisés, et il faut le reconnaître. Mais au final, moi, il faut savoir aussi que une bonne équipe entrepreneuriale, c'est une certaine expérience, mais cela dépend aussi de la société qu'ils sont en train de créer, du type de business. Mais alors, je sais qu'est-ce qui aujourd'hui me rassure dans une équipe. D'abord, c'est certainement une équipe, pas une personne. La capacité à convaincre, à onboarder d'autres personnes dans son aventure entrepreneuriale est importante pour moi. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre ce qui est bon de gens autour de nous, de les amener avec nous, de travailler avec des gens, de collaborer. La connaissance que la personne a, l'expertise que la personne développe sur le domaine dans lequel il travaille, parce que typiquement, les entreprises tech, c'est un informaticien qui s'est réveillé, qui a décidé de faire quelque chose dans la cosmétique. C'est en général pas son domaine au départ. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir un entrepreneur, par exemple, je parlais de la logistique, qui est à la base un informaticien, s'asseoir et vous décortiquer le secteur logistique, le transport long-haul logistique en Ouganda, dans le détail. Parce que en s'intéressant au problème, il est allé au fond des choses. Et je le dis parce que dans le cas contraire, la personne qui me dit « Bonjour, je vais révolutionner le secteur de la cosmétique
et qui n'est pas capable de me dire ce qui se passe dans le secteur aujourd'hui, qui sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, n'est vraiment pas convaincant. Par contre, donc ces entrepreneurs apprennent très vite beaucoup sur un secteur d'activité donné et sont capables de structurer ce qu'ils ont appris et de développer une thèse sur ce secteur-là. Et donc une stratégie pour construire quelque chose de structurant là-dedans. C'est vraiment une compétence que j'admire beaucoup. Exécuter, faire, implémenter, opérer, exécuter. En Afrique, c'est encore plus important, je pense, parce qu'on doit faire dans un environnement où il y a beaucoup de friction. Et donc, on ne peut pas outsourcer autant qu'on peut le faire ailleurs, et on ne peut pas se reposer sur des acteurs aussi facilement, mais on doit le faire si on veut construire quelque chose de grand. Donc, être capable d'organiser autour de soi un environnement d'exécution et de faire. Je suis toujours impressionné par l'entrepreneur que je revois à 3-6 mois d'intervalle et qui a fait ce qui est écrit sur son plan, qui a avancé. C'est quelque chose de très dur et cela demande aussi une capacité personnelle, un caractère très particulier. Je parle d'expérience. Je pense par exemple que je suis personnellement très mauvais en exécution. Je sais avoir des idées, je sais analyser, je ne sais pas faire. Et l'avoir appris de manière extrêmement douloureuse dans mes premières aventures entrepreneuriales me rend très sensible à cette compétence-là. Au-delà de tout ça, nous, investisseurs assis autour de la table, nous devons aussi nous projeter avec cet entrepreneur. Donc, est-ce que cette personne est une personne avec qui je pourrais travailler de manière très proche, régulière, pendant 5 ans, 10 ans? Si vous ne pouvez pas, il vaut mieux ne pas le faire. Ça peut être pour plein de raisons, mais il vaut mieux ne pas le faire. Et il faut aussi se projeter dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, vous rencontrez quelqu'un avec une petite entreprise de 10 personnes. Si tout va bien, dans 2 ans, ils seront 200. Est-ce que cette personne pourra grandir, se développer et gérer cette boîte? Ou en tout cas, quelles seront ses limites? Comment il va aller chercher, il ou elle va aller chercher d'autres personnes qui pourront prendre le relais ou prendre le relais sur les choses qu'elle ne sait pas faire. Donc, il y a, je le dis de manière confuse, cela reflète bien ce que je disais, il n'y a pas de système simple, il n'y a pas de framework simple, mais avec le temps, on développe en tout cas des questions importantes pour nous, qu'on se pose, qui peuvent parfois être formulées d'une manière très subjective, mais qui vont cristalliser les critères qu'on a en tête. Ok, très clair. Désolé, mes réponses sont très longues sur ce genre de sujet. C'est très bien. Tout à l'heure, tu disais aussi, c'est 99% de non. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les erreurs les plus communes que tu vois chez les entrepreneurs? Alors, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que c'est 99% de non, mais la majorité de ces non n'a rien à voir avec l'entrepreneur. N'a rien à voir avec le projet. D'accord. Par exemple, pour moi, je vais recevoir un deck. La plupart du temps, il n'est pas dans mon domaine d'investissement. D'accord. Donc, c'est un non d'office. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'encourage les entrepreneurs à faire un peu leur recherche sur l'investisseur, parce que souvent, l'investisseur a dit publiquement quels sont ses domaines. Et ce n'est pas une question juste de préférence. Je le disais au début, on a levé des fonds en signant des engagements avec nos investisseurs, et donc notre travail est très encadré. Nous devons rester dans le mandat. Et donc, beaucoup de projets ne sont juste pas dans le mandat. Et ensuite, dans le mandat, il peut se passer d'autres choses. Par exemple, j'ai trop investi dans tel pays. Je ne peux pas refaire d'investissement dans ce pays. Ou j'ai trop investi dans tel domaine. Donc, il y a des questions de construction de portefeuille. Je le signale parce que c'est la majorité des raisons pour lesquelles un investisseur va vous dire non. Et donc, là, ce que cela veut dire en pratique pour un entrepreneur, c'est que un non, il faut pas le prendre à titre personnel. Jamais. Il faut, si vous avez l'opportunité en tant qu'entrepreneur, demander pourquoi. Oui, d'avoir un retour constructif, ouais. Demander pourquoi et savoir pourquoi et prendre ça en compte. Et il faut aller voir quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est clair. Les erreurs les plus courantes pour moi, c'est probablement de ne pas faire suffisamment ce travail de recherche sur l'investisseur avant de l'aborder, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est finalement lever des fonds, ça demande beaucoup de temps, ça demande d'aborder énormément d'investisseurs. Il faut donc être plus efficace en ciblant mieux, simplement. Si tu avais une seule demande, ce serait celle-là. C'est un peu égoïste parce que ça me ferait recevoir moins de dossiers, mais plus de dossiers pertinents pour moi. Mais pertinents, bien sûr. Oui. Non, complètement. Très clair. En tout cas, merci pour tout ce... J'avais beaucoup de questions là-dessus, donc mais au moins ça pose le cadre. C'est important. Là, du coup, j'aimerais bien en revenir à toi, sur ton parcours. Tu es né au Sénégal.
Est-ce que tu peux me raconter comment était ton enfance, dans quelle ambiance familiale tu as grandi, quels étaient tes rêves d'enfant? Oh. Oui, oui, je sais. Je remonte là où du coup, Alan, bam, on retourne à, je sais pas, 1980 et quelques. Oui, mais non, je suis vieux, je suis né dans les années 70 et ça fera beaucoup de choses à raconter. Mais on va résumer. Mais oui, je suis né à Dakar. Et finalement, si tu poses comme ça la question de l'environnement dans lequel j'ai grandi, il doit être assez courant pour les enfants nés à Dakar. Je m'explique. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à la Médina, un quartier populaire de Dakar. D'accord, ok. Oui. Quartier populeux et populaire de Dakar, donc nous sommes nombreux, les enfants de la Médina. Et c'est toute une ville, la Médina. C'était un quartier, ceux qui vivaient n'étaient pas très riches. C'était à Dakar, dans les années 70-80, c'était des maisons. C'était chez les Dem, chez les Ndiaye, chez les Diop, des maisons qui étaient là depuis des décennies, où on vivait dans la rue, où on entrait dans les maisons comme dans des moulins, où il y avait finalement, c'était des quartiers très communautaires. Et la plupart des familles dakaroises, probablement, en tout cas de la Médina, étaient des familles issues de l'exode rural. Donc des parents qui viennent de l'intérieur du pays, qui se sont installés en ville, et donc des enfants qui grandissent dans des familles en transition culturellement. Des parents qui ont grandi dans un autre monde, dans une autre culture, qui elle n'avait pas évolué depuis des décennies ou voire des siècles, et qui, je le dis toujours, ces parents-là étaient essentiellement des entrepreneurs. Ils sont sortis de leur milieu, de leur cadre, et ils sont venus dans un cadre différent. Ils se sont construits dans ce cadre-là et ils sont devenus parents. Ils étaient parents d'élèves sans être allés à l'école, par exemple. et donc, mais ça n'a rien d'exceptionnel finalement à Dakar. Je pense que j'aimerais bien voir les stats, mais probablement c'est la majorité des familles de Dakar se sont construites comme ça, des parents issus de l'exode rural. Et du coup, cela veut dire aussi des familles culturellement hybrides. La mienne était issue du Saloum, nous parlions Pulaar à la maison, Wolof dans la rue, français à l'école. Comme nos voisins devaient parler Bambara à la maison, Wolof dans la rue, ou voilà. Et je dis tout ça parce que quand on le raconte aujourd'hui dans une audience globale, ça semble quelque chose d'exceptionnel, de particulier. Or, quand on revient dans le contexte particulier de Dakar, du Sénégal, c'était quelque chose finalement de très banal. Et que la majorité des jeunes Dakarois de l'époque étaient probablement trilingues et naviguaient entre ces deux cultures-là. Cela veut dire pour moi que j'avais une vie à l'école et dans la rue avec mes copains, où on parlait une langue, on avait certaines préoccupations, j'avais une vie différente à la maison et parfois une vie différente au village, où on allait pour les vacances, parfois les week-ends, etc., où on découvrait un autre monde. Et je pense qu'on a tous grandi dans ce... Oui, savoir un peu s'adapter aux différents environnements et... okay. Je le dis toujours, nous avons, selon comment les gens ont plus ou moins intégré ces différents environnements, que nous avons grandi un peu schizophrènes. Maintenant, c'est peut-être l'âge qui parle, la cinquantaine qui approche. Des discussions d'un ami récemment, je tirais la conclusion que nous avons tous ces mondes-là en nous, et parfois nous avons tendance à les compartimentaliser pour nous simplifier la vie, parce que les autres ne comprennent pas, parce que plus tard on grandit dans ce monde, on va en France, aux États-Unis faire ses études, on évolue dans un autre monde. On fait sa carrière à l'international, on évolue dans un autre monde, et on a tous ces mondes-là en nous, et nous passons d'un monde à l'autre dans notre quotidien. Nous ne faisons pas beaucoup un travail d'être des ponts entre ces mondes-là, parce que ça, c'est un travail beaucoup plus difficile. Je suis sûr que c'est un sujet philosophique. Mais oui, donc j'ai grandi à Dakar, j'ai fait mon école primaire dans une des écoles primaires publiques de la zone, là, Colobane 1. J'ai fait mon collège à Delafosse, lycée iconique de Dakar, quartier populaire, et avant d'avoir le bac, une bourse, et de partir faire mes études en France. La seule chose particulière en plus peut-être sur ce cadre-là, donc mes parents issus d'un village du Saloum, issus de l'exode rural, ce qu'ils ont de particulier, c'est un village où, chez nous, les Dem, de père en fils, nous sommes maîtres d'école coranique. Et cela a un effet que
on ne comprend pas toujours de l'extérieur. Évidemment, c'est un cadre extrêmement religieux, où là, en tout cas, la religion est vécue au quotidien de manière assez banale, finalement. Mais c'est un cadre où le savoir, l'érudition, sont des valeurs extrêmement importantes. Il était très évident pour ma famille, pour nos parents, qu'on devait étudier le plus possible, aller le plus loin possible dans les études, non pas parce que c'était une ambition nouvelle issue de l'école, parce que ça a toujours été l'ambition chez les DEM, que surtout les garçons n'avaient pas le droit d'être autre chose que des érudits et après de créer une école. D'accord. Et donc c'est un peu contre-intuitif, je le signale, parce que souvent plus tard on m'a dit c'est extraordinaire vu d'où tu viens, d'avoir fait des études que tu as fait. Non, c'est normal, c'est naturel, c'est ce qu'on a toujours fait. Et donc j'ai grandi dans une école coranique dans ma maison. J'ai appris à lire et à écrire l'arabe à partir de 3 ans, avant d'aller à l'école séculaire française à 7 ans. J'ai continué à faire les 2 écoles jusqu'au moment où j'ai eu le bac, où je suis parti en Europe. Donc c'est ça, je le signale parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément de l'extérieur. Non, mais c'est important de le... Je m'arrête là pour l'instant. Non, c'est important de le dire parce que effectivement ce que tu dis est hyper intéressant. Le fait de justement de l'extérieur. Enfin, moi je le dis aussi, je suis franco-sénégalaise. Moi, je suis née en France, mais je comprends cette multiplicité des mondes dont tu parles et le fait qu'on paraît toujours extraordinaire au vu des autres, alors que pour nous c'est quelque chose de normal, de parler plusieurs langues, c'est normal. Donc, et du coup, quand tu étais petit, est-ce que tu avais des rêves particuliers? Parce que tu me dis, vous êtes des maîtres coraniques de père en fils. Toi, quand tu étais petit, est-ce que tu te voyais faire ça? J'aimerais pouvoir dire que je savais quand j'étais petit ce que je voulais être quand je serais grand. Ce n'est pas vrai. Et je pense que, surtout gamin, on voit des gens autour de nous qu'on admire et on a des rêves qui changent au gré des rencontres. Et je pense que j'ai eu des rêves assez banals et classiques comme tout le monde. J'ai rêvé d'être pilote. J'ai rêvé d'être comme mon père, maître d'école coranique, mais surtout ce grand personnage qu'il était, un leader dans sa communauté. J'ai rêvé de l'être. J'ai rêvé de ce dont j'imagine rêve tout le monde à un instant. J'ai rêvé d'être professeur, d'être enseignant. C'est un rêve qui reste celui-là. J'ai rêvé d'être écrivain. On a rêvé de tout ça. Mais je pense que ce qui est peut-être le plus constant dans toutes ces ambitions en tant que gamin, et je ne suis pas sûr que cela venait de moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, tu étudieras beaucoup, tu seras savant dans quelque chose. Je pense que ça n'a jamais été il n'y a jamais eu de compromis là-dessus. Et ça n'a pas été imposé non plus. C'était quelque chose finalement que j'aimais beaucoup. Ouais, du coup, oui, il n'y avait pas de pression particulière, quoi. Voilà. J'ai grandi le nez dans des livres et je lisais beaucoup de tout. Et voilà, ça alimente des passions aussi assez volatiles. Bien sûr. Et donc ensuite, après ton bac, t'es parti à Paris. Oui. Une prépa, puis t'as intégré l'X, enfin Polytechnique, pardon, pour les Polytechniques. Quand t'es arrivé à Paris, quel était ton état d'esprit? Ton enfance, ta vie à Dakar. T'arrives à Paris dans une prépa, je suppose, parisienne. Oui. T'étais où? J'étais à Paris au lycée Jacques Decour. Voilà. T'arrives, on n'est pas beaucoup en prépa, faut le dire. On n'est pas beaucoup de... Comment tu l'as vécu, ce moment-là? Quelles ont été tes premières impressions quand tu arrivé à Paris et quel était ton... Je pense qu'on est tous paumés quand on arrive à Paris. Qu'on est tous paumés quand on quitte son pays, sa famille, sa maisonnée, son cocon. et qu'on doit tout à coup être autonome ailleurs, dans une culture différente, dans un environnement différent. On est tous paumés. Mais en même temps, je pense que quand on part de Dakar à Paris, finalement, on réalise, en tout cas avec le recul, qu'on est culturellement assez hybride. On a grandi dans l'école française, on a regardé des programmes télévisés très français, on écoutait la même musique, je connaissais la dernière star à la mode, etc. Donc il y a ces fondamentaux qui sont là. On est alors oui, on n'est pas nombreux en prépa. J'ai eu la chance d'atterrir dans une prépa assez particulière. Le lycée Jacques Decour accueille traditionnellement chaque année un groupe d'étudiants africains
avec beaucoup de bienveillance. C'est très particulier. À l'époque, quand on envoyait nos dossiers dans les prépas parisiennes, le nom était quasi systématique. Nos notes, nos bulletins étaient regardés avec beaucoup de suspicion sur leur authenticité, etc. Donc, il y avait ce lycée qui acceptait un certain nombre d'élèves boursiers et qui les couvait un peu. Et nous avions, par exemple, un professeur qui avait été prof coopérant au Sénégal, qui était prof dans la prépa à Jacques Decour, je vais le nommer, Michel Dutheil, qui se retrouvait de fait notre tuteur, notre mentor, qui nous prenait par la main énormément, qui nous coachait beaucoup, qui nous poussait à faire, qui croyait beaucoup en nous, et un corps professoral qui était très aligné avec lui. Donc, de ce point de vue-là, quand j'ai entendu plus tard l'expérience d'autres amis qui ont fait d'autres prépas, j'ai réalisé que nous étions finalement très chanceux et très protégés. Mais la prépa est la prépa. Nous sommes partis de nos villes, de nos pays, comme meilleurs élèves de la région, boursiers, etc., bac avec des mentions, machin. On débarque dans une classe où tout à coup, être le meilleur n'est pas aussi évident que c'est l'été, où le volume de travail est brutal et où il faut s'adapter à tout ça très très vite. Et c'est une période un peu particulière où je pense qu'on se découvre et dont on sort avec des cicatrices toujours, mais avec un certain entraînement. Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Moi, encore une fois, le recul est toujours plus facile. Je me remémore ces moments-là, finalement, avec une certaine nostalgie. C'était sympa. Ouais, ça s'est bien passé. Ah ouais, bah oui. À la fin, bien sûr. Donc, tu sors de Polytechnique. Ensuite, tu intègres Capgemini. Oui. Alors, je fais une école d'appli à l'ENSTA. Ok. Alors, c'est particulier, c'est l'école polytechnique ou ces grandes écoles françaises, parce que on arrive en tant que jeune Sénégalais, Alix, on n'était pas encore très nombreux dans ce cas-là, dans un système français où finalement il y a des trajectoires bien claires, bien tracées, bien structurées et des modèles. Donc, et j'enviais ça finalement à mes camarades français parce que ces modèles ne s'appliquaient pas à moi. Quand on est français, qu'on a grandi en France, à Paris, on a autour de soi vu des modèles de gens qui sont sortis de ces grandes écoles, de ce qu'ils font de leur carrière. On les a rencontrés, on a voulu être eux, et on est arrivé à Alix et on voit les options, on les comprend. Tiens, je veux faire ceci, après je veux faire tel corps de l'État, je veux faire carrière dans telle grande entreprise française. On peut aller jusque là. On est jeunes Sénégalais dans une grande école. On se pose des questions. Est-ce que je vais rester ici? Est-ce que je vais aller ailleurs? Est-ce que je vais rentrer au Sénégal? Qu'est-ce que je vais faire? Quel type d'études je peux faire pour que ce soit pertinent chez moi? Qui d'autre a fait quelque chose comme ça chez moi? À qui je peux me comparer ce sont des, voilà. Et donc, c'est un point intéressant. Je pense que les Africains dans les grandes écoles, et ils ont commencé à s'organiser, à faire des conférences, à aller voir les enseignants, sont en mal de modèles. Autour d'eux. C'est pour ça que je fais ce podcast aussi. Voilà. C'est pour ça que j'intègre en tout cas, j'essaie de le régler beaucoup. Donc, et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut finalement les trouver, ces modèles. Il faut aller vers les gens qui l'ont fait et leur parler. Et se retrouver un peu, qu'on doit nous-mêmes peut-être être des modèles pour demain, mais on peut parler, on peut les trouver et leur parler. Et ce sont des écoles particulières qui vous disent, dès que vous entrez dedans, vous allez être un leader. Et qui vous le disent, qui vous le martèlent, qui vous le répètent. Je me pose aujourd'hui la question de ce que cela peut avoir comme effet sur les gens. Ce martèlement entre l'évidence de votre leadership. Je pense qu'on devrait plus inviter les gens à le mériter. Et l'obligation, le poids qu'on impose à tout ce monde-là. Mais c'est peut-être une autre histoire. Mais c'est pour ce que je retiens de l'X, ce sont ces deux éléments-là. La recherche de modèles et l'évidence pour tout le monde du leadership d'un polytechnicien. Et ça, par exemple, toi, cette évidence-là qui ne l'est pas, en réalité, à quel moment t'en es rendu compte? Est-ce qu'il y a une anecdote particulière ou... Alors, moi, pendant mon séjour à l'X, en tout cas, j'ai réalisé 2-3 choses. D'abord que la stimulation intellectuelle de la physique théorique, tout ça, était toujours là. J'ai vraiment
vraiment, pardonne le mot, j'ai vraiment kiffé. Les cours étaient géniaux. Les cours étaient formidables. Mais en même temps, c'est là que je réalise, par exemple, que je me pose des questions différentes. Quand je me passionne pour le cours de physique théorique, de mécanique quantique, il y a une voix dans ma tête qui dit oui, mais est-ce que tu pourras faire ça au Sénégal? Ah, mais toi, t'avais toujours ce voilà. double... C'est une mauvaise question, d'ailleurs. J'aimerais revenir dessus, mais il y a cette voix qui me dit, oui, mais t'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Comme si t'avais quelque chose à rendre. Voilà. À ton pays. Tu dois retourner au Sénégal. Tu n'auras pas un laboratoire de physique des lasers. J'ai fait mon mémoire de fin d'études, Alix. J'aime parfois dire le titre pour choquer les gens autour de moi sur les effets non linéaires du second ordre dans les milieux diélectriques pour les lasers à haute intensité, un truc comme ça, dans un labo à Londres. Voilà. Donc c'est le genre de choses que j'avais envie de faire, et que quand j'envisageais de le faire au Sénégal, ce qui semblait évident pour moi que je le ferais, quoi que je fasse, je le ferais un jour au Sénégal. Okay. C'était pas évident. Toi, c'était clair pour toi, voilà. ce truc-là. Et donc cette question lancinante là de est-ce que ce que je veux faire pourra se faire là-bas, et enfin je suis sorti aussi de alors pour la première fois de ma vie, j'ai dû faire un choix de ce que je ferais après. Okay. Et donc j'ai réalisé que pendant notre cursus scolaire, quand on suit un cursus scolaire classique, quand on est un bon élève ennuyeux comme je l'étais, on ne fait pas de choix. On fait, en tout cas au Sénégal, on faisait au collège, on allait au lycée, on faisait une série scientifique parce que c'est là où il y avait des débouchés. Rétrospectivement, je sais que j'étais plus dans les matières littéraires, mais on m'a dit tu vas faire série S, C à l'époque comme on l'appelait. Je suis allé faire prépa parce qu'on m'a donné une bourse et on m'a dit que c'est la meilleure chose à faire. Après la prépa, j'ai fait les concours et je suis allé dans la meilleure école que j'avais. Il n'y avait jamais eu de choix conscient de ce que je voulais faire. Et à la fin de l'X, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que je voulais faire, que je ne savais pas comment prendre la décision. Et donc, cette décision m'a paralysé. C'est la première année où je ne suis pas venu en vacances au Sénégal. C'était la seule d'ailleurs où je suis resté tout l'été paralysé. J'avais fait des dossiers à gauche à droite et la quasi-totalité des dossiers que j'avais déposés étaient dans des écoles où j'avais pas envie d'aller après. Ou en tout cas, je réalisais que je n'avais pas d'envie particulière. Ouais, c'était juste pour... Et je dis toujours en rigolant à moitié que cet été-là, j'ai fait une dépression. Je suis resté dans ma chambre, un peu paumé pendant tout l'été, à me poser des questions. Et à la fin, j'ai fait un non-choix. J'ai choisi l'école qui m'offrait le cursus le plus flexible possible sur ce que je voulais faire. Et donc c'est intéressant cette absence de choix dans nos études et dans nos carrières jusqu'à si tard finalement. J'étais à 2 ans de la fin de mes études. Et c'est intéressant parce que c'est très courant. Pire, hein. Enfin, maintenant, en tout cas, c'est beaucoup plus tard. Voilà, c'est très courant. Oui. Et oui, s'il y a une chose qui me revient toujours, c'est quand je vois aujourd'hui, je rencontre des jeunes étudiants qui ont une idée tellement claire de leurs envies. Je suis toujours admiratif et très heureux pour eux parce que c'est plutôt on se prend en charge sur ces questions-là, mieux on se porte. Bien sûr. Tu commences par le conseil. Oui. Chez Cap. Un non-choix encore. Un non-choix. Puisqu'il faut aller dans une entreprise où on peut toucher à tout. C'est ça. Faire beaucoup de choses. Tu intègres une start-up dans la Silicon Valley. Oui. Et ensuite, c'est là où tu vas au Sénégal. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est tes premières expériences professionnelles. Qu'est-ce que tu en as tiré, d'une part, et d'autre part, quel a été le déclic pour que tu te dises, bah là, c'est bon, je suis prêt à aller à Dakar. Parce que c'est un retour qui était déjà présent dans tes études, tu vois. À quel moment tu t'es dit Alors, d'abord, les premières années de carrière, je ne le répéterai jamais assez, ce qu'on en tire, c'est de la formation. C'est là qu'on apprend réellement, hein, qu'on sort des théories et qu'on fait les choses. Et pour moi, les 2-3 premières années d'expérience, c'était une école formidable. J'ai appris plus intensément que pendant toutes mes études. J'ai appris vite, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que je conseille toujours aux étudiants africains qui finissent, je leur dis restez là-bas, travaillez pendant 2-3 ans parce que vous aurez autour de vous des gens très expérimentés, seniors, qui vont vous encadrer et qui vont vous apprendre beaucoup. Je pourrais citer ici ad nauseam le nom de ces gens-là avec qui j'ai travaillé, qui m'ont pris par la main, m'ont tiré vers le haut.
Et c'est important. C'est là qu'on apprend son métier. C'est là qu'on apprend surtout son éthique du travail, sa manière de travailler, cette méthodologie-là et tout ça. Et c'est peut-être sous-estimé comme phase de formation. Oui. Oui. Voilà. Après, c'est un trait de personnalité. Au bout de 2 ans, je m'ennuie. J'ai fait le tour. Je veux faire autre chose. Et donc, j'aurais probablement pu sauter comme ça, de boîte en boîte pendant des années. Alors, finalement, les carrières se font aussi sur des rencontres. Il y a beaucoup de serendipity là-dedans. Et un de mes amis sénégalais travaille dans cette start-up. On lui demande de recommander un profil. Il m'appelle, il me dit tiens, on cherche quelqu'un. Je pense que tu feras l'affaire. Est-ce que tu veux pas venir? Et je vais les rejoindre. Ils avaient un bureau à Paris. Ils étaient une vingtaine. J'étais le plus jeune, le moins expérimenté. C'était retour à la case départ pour la formation. Donc évidemment, voilà, là mon esprit reboot et c'est très stimulant et je me relance dedans et on m'envoie au siège à la Silicon Valley. C'est mon premier contact avec ce monde-là, très entrepreneurial de la Silicon Valley. Tech, ouais. Mais autour de nous, donc mes amis, mes camarades, beaucoup c'est la période des dot-com. Oui. Et donc tout le monde dans le milieu de l'IT, on va dire, de l'informatique et de la technologie, est convaincu qu'il va créer une start-up ou rejoindre une start-up qui va exploser en quelques mois, entrer en bourse et devenir millionnaire. C'est l'état d'esprit de l'époque. Oui, Tout le monde pense comme ça. D'accord. On entre dans une boîte, on regarde pas son salaire, on regarde ses stock options. Dans les entreprises, en tout cas ces entreprises surtout du monde anglophone, ici de la Silicon Valley, dans les bureaux, il y a des écrans qui montrent toujours le cours de l'action en bourse. On entre dans les réunions avant que la réunion commence, on discute le stock, on compte chacun combien d'argent théorique on a, etc. Donc c'est un monde particulier à l'époque, mais c'est un monde qui glorifie l'entrepreneuriat. Je pense que ce n'est pas, voilà, c'est probablement une partie de l'origine de ma passion pour l'entrepreneuriat. Et puis un copain à Paris qui vient avec une idée. Et qui vient, alors je vis en colocation avec d'autres camarades sénégalais aussi, polytechniciens aussi, on est bien dans ce milieu de la tech. Un autre copain qui vient nous voir avec un projet, on s'assoit autour de la table et c'est notre premier projet entrepreneurial. On s'assoit, on théorise à merveille comme on a été formé pour le faire, on fait des prototypes, on commence à construire quelque chose, on aborde quelqu'un qui nous propose un financement, on commence à travailler dessus. Et puis les dot-com s'effondrent. Et ce premier projet meurt, donc sans avoir été, il n'est pas officiellement sur les CV parce que on l'a fait le soir, les week-ends, avec beaucoup de passion et beaucoup de temps avant et on a mis ce qu'on avait dedans avant de l'arrêter. Mais de ce projet naît la conviction que je ferai ça un jour. Oui, t'as vraiment la flamme. Je créerai une entreprise dans le domaine de la technologie. C'est clair. Je prends déjà des premières leçons sur ce que je ne ferai pas. Je ne mettrai pas 3 polytechniciens autour de la table. À bon entendeur. Je crée aussi des amitiés à vie avec mes camarades de cette aventure. Mais je sors de là. Donc à ce moment-là, je travaille donc dans cette dot-com américaine. Et puis un double déclic probablement autour de 2001. Le premier est professionnel, c'est que la crise dot-com a mis cette entreprise aussi en difficulté. Et je sais que voilà, il y aura des licenciements, il y aura des réductions. Et je suis le plus jeune, pas marié, le moins expérimenté. Pour moi, c'est évident que je ferai partie des personnes qui seront licenciées à la prochaine charrette, comme on le disait. Et je me pose donc des questions de ce que je vais faire. Évidemment. Et un licenciement, c'est un package. Je pense que c'est un message. Le système de licenciement et de chômage en France est un des meilleurs leviers d'entrepreneuriat du monde. Sûr, il permet aux gens de partir avec un petit package d'indemnité et d'avoir un certain nombre de mois pendant lesquels ils perçoivent l'allocation chômage, donc où ils peuvent essayer. Et pour moi, c'est le premier déclic. Tiens, on va probablement me licencier, je vais avoir un petit package. Et pendant, à l'époque, 15 mois,
un peu de quoi vivre, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je commence à construire un projet qui n'est pas du tout fait pour être fait au Sénégal en particulier. D'accord. À ce moment-là. D'autres déclics plus personnels, la conviction, par exemple, au hasard de discussions avec beaucoup d'amis que j'aimerais beaucoup passer un peu plus de temps avec mon père. Je disais tout à l'heure que c'est un personnage immense, particulier, et le recul me permet de plus le voir comme papa, mais comme une personne intéressante avec qui j'aimerais passer plus de temps. Et donc cette envie de venir un peu plus souvent au début, qui se transforme très vite en envie de venir de manière permanente. Et puis au bout d'un moment, la réalisation que ce projet que je voulais faire à l'époque, qui était probablement ce qu'on aurait appelé aujourd'hui du SaaS pour les PME, donc une plateforme pour donner accès aux PME, aux ressources IT de manière partagée, qu'elle a beaucoup de sens ici, puisque les PME ont moins accès à l'IT. Et puis la charrette de licenciement arrive et je n'en fais pas partie. Ah ben voilà. Aïe. Mais cela me fait réaliser que je suis parti dans ma tête. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu t'étais préparé en amont et voilà. Bien sûr. Donc, j'ai négocié ma place. J'échange ma place avec un de mes meilleurs amis dans la boîte. Il reste, je m'en vais. Trop bien. Avec le package, très sympa. Bien sûr. Et puis voilà, c'est comme ça que je prends mon projet, je le déménage à Dakar. Mes camarades restent à Paris, mais on a un deal que je vais commencer, ils vont me rejoindre. Je m'en veux toujours d'avoir planté leur projet. Pourquoi tu dis que tu l'as planté? Je suis venu tout seul à Dakar avec le projet et je me suis planté. Lourdement. Et évidemment. Et pour des raisons tout à fait évidentes. Mais voilà. À ce moment-là, on ne sait pas. Quelles ont été les principales raisons, pour aller vite? Pourquoi est-ce qu'on se plante? D'abord parce que nous, jeunes Africains, quittons notre pays à 18 ans, revenons à 28 ans, convaincus qu'on le connaît et qu'on peut monter une entreprise dans ce marché parce qu'on le connaît. On ne le connaît pas. Bien sûr. Professionnellement, on ne le connaît pas. Je suis d'accord. Et je pense que c'est une des premières raisons. Deuxièmement, parce que être entrepreneur, ça s'apprend. Je ne l'ai pas appris. Donc, quand on l'apprend sur le tas, on fait beaucoup d'erreurs. Et enfin, parce que je ne me connais pas et je ne connais pas mes limites. Tout s'est bien passé jusque-là. Les études se sont bien passées, les postes se sont bien enchaînés. Je ne me suis pas encore planté. Et donc, je ne connais pas mes limites, dont, par exemple, ma capacité d'exécuter très limitée. Donc, j'y vais tout seul. Et je me plante. Et comment tu vis cet échec? Comment tu l'as vécu plutôt? Parce que je pense avec le recul, t'as appris, mais sur le coup, comment tu l'as vécu et quelles ont été les leçons que tu en as tirées? Enfin, tu les as dit, les leçons. Oui, oui, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. C'est en se plantant comme ça dans une boîte. Donc j'ai appris ces choses sur moi, mais ce que je retiens avec le recul, c'est que d'abord, on peut être entrepreneur quand on a un certain soutien moral autour de soi. Ma famille, alors, je le signale parce que pour un jeune Africain qui avait le parcours que j'avais, normalement, la famille a beaucoup d'attentes. Oui. Les parents veulent te voir dans une grande entreprise avec un beau poste, une voiture de fonction et un costume. Et donc, c'était aller à contre-courant pour moi de faire ça. Et je pense que ça a demandé beaucoup d'ouverture et de bienveillance de la part de ma famille pour accepter et encourager cette attitude-là. Et encore plus juste pour nous les Africains, c'est le moment où on soutient les parents vieillissants, où on aide les neveux, tout le monde autour de soi, où on est censé être provider, et où je ne peux pas parce que je monte une entreprise et surtout ça va pas encore bien. Et je trouve qu'avec le recul, qu'on m'a beaucoup pardonné, qu'on m'a beaucoup laissé faire, qu'on ne m'a pas embêté sur ces sujets-là. Et que, encore une fois, quand je regarde autour de moi aujourd'hui, ce n'était pas toujours le cas. C'est très rarement le cas. Les entrepreneurs le font toujours avec une pression quasi hostile de leur environnement. Donc j'avais cette bienveillance. Quand on se plante, on ne s'en rend pas compte assez vite. Ça prend beaucoup de temps de réaliser qu'on est en train de se planter et de l'accepter. Et c'est du gâchis, ce temps-là. C'est de la douleur inutile. En tout, t'avais fait 6 ans, c'est ça? Non, j'ai pivoté la boîte après, j'ai fait autre chose, mais je pense que au bout d'1 an, c'était évident que ce que je faisais ne marchait pas. Ça m'a pris 3 ans pour enterrer ce premier projet. Okay. Et donc, c'est important
que nos amis, notre entourage nous parle. Un ami est venu me voir, m'a amené prendre un café et m'a dit ça ne marche pas. Lâche la femme. Et ça a été une réalisation extrêmement tardive et douloureuse. Oui, donc avec le recul, je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à un entrepreneur. Alors, j'attends d'un entrepreneur qu'il soit persévérant, qu'il croit vraiment en ce qu'il fait, qu'il soit un peu têtu, mais aussi que il ait cette ouverture pour entendre quand ça ne marche pas. Bien sûr. Et c'est un peu difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Bien sûr, je suis d'accord, complètement. J'aimerais bien que tu me parles de l'aventure de Google. Enfin, comment ça s'est passé en fait? Oui, alors, donc j'ai planté mon premier projet. J'ai créé finalement une entreprise de conseil et de gestion de projet. Une petite entreprise, une petite équipe, mais ça tourne bien, ce genre de choses. Surtout dans cet environnement, on en a besoin. On gagne des projets dans le privé, des projets de l'État, des projets d'organisations internationaux. J'ai mes premières expériences dans la région, dans d'autres pays africains, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, on commence à se payer des salaires normaux, à gagner un peu d'argent, tout va bien. À ce moment-là, on se dit finalement, ça a marché ce truc. Ce sera peut-être une petite entreprise, mais je vais bien en vivre. Et mes relations dans la Silicon Valley pop-up se réveillent. Entre-temps, d'ailleurs, d'autres amis avec qui j'ai eu ces aventures-là sont rentrés. Ma génération est en train de travailler dans les grandes entreprises dakaroises aussi. Hein. Donc, on commence à être à l'aise entre nous. On se voit, on prend des cafés. On est bien à Dakar. À ce moment-là, tu te réveilles un jour, tu te dis, je suis bien. Je suis content d'être rentré. Et puis, voilà, des gens nous contactent en parlant de gens de Google qui veulent faire une visite à Dakar parce que ils veulent une équipe de scouts de Google qui veulent voir ce que c'est le marché africain et qui cherchent de l'aide. Et donc quelqu'un de la Silicon Valley nous met en relation et voilà, je leur fais plein de mises en relation dans la ville, leur organise quelques rendez-vous et puis ils parlent de lancer un bureau en Afrique. Me demandent si je suis intéressé. Non, je veux travailler pour personne. Je suis indépendant, je veux vivre mon entrepreneuriat, je suis mon propre patron, je commence à apprécier ça. Et puis de toute façon, vendre de la pub en ligne au Sénégal, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà ma réponse. Un an plus tard, c'est quelqu'un d'autre ici, un chef d'entreprise au Sénégal que je respecte énormément, qui m'appelle et qui me dit oui, je suis assis avec les gens de Google, ils parlent depuis 2 ans maintenant de leur projet de créer un bureau, ils l'ont toujours pas ouvert, ils disent qu'ils trouvent personne, qu'ils t'ont parlé que tu veux pas, il faut que tu leur parles. Je dis comme c'est toi qui le demande, je le ferai. Et donc c'est comme ça que ils reviennent et que je leur parle. Entre-temps aussi, ça fait un moment que je fais mon métier de consultant, je m'ennuie un peu. 2 ans sont passés. Et puis aussi, je découvre les downsides de ce métier. On étudie, on analyse, on rend des rapports. Ça ne veut pas dire qu'on fait. Et voilà, les choses ne se réalisent pas forcément. On fait des projets pour l'État. C'est des rapports qui sont sur des bureaux. Il y a une certaine frustration sur le fait que c'est bien, ça paye très bien parfois. Mais l'impact n'est pas là où je l'espérais. Bien sûr. Et évidemment, on fait face à d'autres démons comme la corruption, ce genre de choses. Et donc, il y a une vraie lassitude. Et donc, voilà, les choses se font comme ça et je me retrouve à discuter avec Google et à rejoindre, à réaliser qu'ils ne parlent pas du tout, mais pas du tout de vendre de la pub en Afrique, qu'ils viennent avec un projet de développement du marché, de l'écosystème, où ils me disent nous ouvrons des bureaux en Afrique pour voir comment est-ce qu'on peut développer ce marché dans le long terme et apprendre à le servir pour plus tard développer notre business. C'est bien le but, c'est développer leur business, mais avec une vision suffisamment long terme pour qu'au départ ce soit une mission de market development. Bien sûr. Ouais. Qui elle est très intéressante. Oui, c'est ça, clairement. Ça qui est voilà, clair, tout à coup c'est oui, mais comment on va développer le marché? On ne sait pas. Oui, dis-nous. Et ça, c'est très intéressant comme position.
Du coup, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que, tu vois, tu disais au début, tout à l'heure, que tu voulais être ton propre patron. En gros, c'est ce que j'entends par là, c'est t'as pas envie d'avoir des ordres, etc. Et là, en fait, on te livre quelque chose, t'es salarié, mais en même temps, t'as cette liberté entrepreneuriale. Exactement. Ça, c'est génial. Je me souviens de ma conversation à l'époque avec celle qui était à la tête de ce projet, Françoise Broger. Qui était VP chez Google, après CEO de Pinterest, de Square, et qui me dit au téléphone, quand elle sent mes réticences, qui me dit: Tidiane, tu sais pourquoi je veux que tu nous rejoignes dans ce poste? Parce que je ne veux pas juste quelqu'un qui a un beau pédigré, je peux en trouver tout plein. Je veux quelqu'un qui a fait ce que tu as fait, qui s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale, qui a travaillé sur le terrain, qui a pris des murs, et qui est street smart. Parce que je veux quelqu'un à qui je lâche la bride, que je laisse en toute autonomie construire et développer cette activité très très loin de moi. Je suis à 8 heures de décalage. C'est ça que je veux. Et c'est cette conversation qui me fait tiquer, qui me fait tilter, qui me fait dire ok, je pense que je peux le faire. Il y a à ce moment-là quelqu'un d'autre qui a été recruté en Afrique de l'Est avec la même mission quelque temps auparavant. Et la première chose que je fais, c'est je prends l'avion, je vais le rejoindre à Nairobi. Il a commencé un petit bureau, ils font des choses rigolotes, je regarde ce qu'il fait. Et puis on passe beaucoup de temps ensemble pendant une semaine. Et nous arrivons à la conclusion que Google Kenya, Google Sénégal, ça n'a aucune chance. C'est une grande boîte, qu'il va falloir nous battre pour exister, et qu'il faut qu'on soit Google Africa. Et qu'il faut que on transforme complètement la narrative à l'extérieur comme à l'intérieur de la compagnie pour que ce soit Google Africa. D'accord. Et je pense que c'est à ce moment vraiment que commence cette aventure, qu'on va être Google Africa. Et du coup, moi, je pense que je n'ai jamais en public parlé de Google francophone Africa ou Google Sénégal ou Google. Et voilà, nous nous lançons dans cette aventure avec ses hauts et ses bas, où nous essayons de très vite, c'est pas très compliqué comme conversation. Vous voulez développer le marché de l'internet, il faut travailler sur 3-4 choses: l'infrastructure pour que tout le monde soit connecté, les compétences techniques, entrepreneuriales, etc., les contenus, YouTube, etc. Voilà. Et donc on identifie plusieurs streams et on commence à pousser. Et qu'est-ce que t'en as tiré de cette aventure Google et qui t'a permis aujourd'hui de faire ce que tu fais aujourd'hui? Tellement de choses. En gros, qu'est-ce qui t'a fait partir? À quel moment tu t'es dit, en fait, Google, c'est bon, j'ai fait le tour, maintenant je vais chez Partech? Non, pour reboucler la boucle, Oui. D'abord, tous les 2 ans, je change de boulot dans Google. Au sein de Google. Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'on reste dans les grandes boîtes. C'est cette capacité qu'elles ont à nous offrir plein d'options. Mais même la mission que nous avons en Afrique évolue. Mon focus dans cette mission évolue. Je passe mes 2-3 premières années sur l'écosystème, à aller trouver les groupes de développeurs de Dakar à Lubumbashi. Donc je fais le tour de l'écosystème africain. C'est génial, et à faire des barcamps, des hackathons, toutes ces choses-là pour réveiller l'écosystème, les mettre en contact. C'est une première vie. Je fais une deuxième vie dans les contenus, développer les plateformes comme YouTube, Android, etc. Je fais une troisième vie dans l'investissement dans les infrastructures. On investit des dizaines de millions de dollars en construire de la fibre optique à Kampala, à Accra et Kumasi, etc. Donc c'est plein de métiers différents. Bien sûr. Obtenir une licence pour construire l'infrastructure en République démocratique du Congo, c'est une expérience hyper intéressante. J'imagine. Et donc travailler dans tous ces marchés, voilà, c'est pour ça que je réponds quand tu me demandes qu'est-ce que j'en ai tiré, énormément de choses. Travailler dans ces boîtes, ces GAFA de la Silicon Valley, avec leur culture de l'innovation, leur culture du travail assez particulière, mais aussi le niveau de productivité que cache cette attitude très relaxe. Et tout ça, c'est 7 ans à Google, on apprend beaucoup de choses en termes de management, de gestion de l'innovation, de travailler sur des scales extrêmement larges, etc. Travailler autant d'années chez Google, c'est apprendre à négocier des partenariats avec tout plein d'acteurs qui vont de la société de droit d'auteur en Égypte au ministère des Télécoms au Congo, au petit ISP du Bénin. C'est rencontrer le Premier ministre ici, et c'est plein de choses intéressantes. Mais quand je me suis posé en partant et que je me suis posé la question de ce que je regretterais le plus dans cette boîte,
très évidemment pour moi, c'était les gens. Parce que Google avait cela d'unique, et j'espère qu'ils l'ont encore, qu'ils recrutaient des gens, oui, brillants, on en parle beaucoup, mais un profil finalement de personnalité assez particulier que j'aimais beaucoup, des gens brillants, mais qui se réveillaient chaque matin convaincus qu'ils allaient changer le monde en mieux. Cette conviction interne qu'on est là pour changer le monde, et cette innocence, cette grande naïveté d'ailleurs qui vient avec, ça donne un environnement extrêmement sympathique où travailler. Donc et j'imagine que ça nous poursuit. On essaie de le recréer partout où on va. Et aussi bien les méthodes de travail, les méthodes de management, que ce type d'environnement de travail, que cette manière, ce rapport avec les gens et les collègues, et tout ça reste, je pense. C'est ce qu'on amène avec soi. Plus un logo. Quand on lève en fond, on se rend compte que c'est un logo qui est très porteur. Ça, j'imagine bien. Voilà. Il y a une notion que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est celle de sweet spot. Oui. Tu vois, l'endroit où on se sent bien, où on se sent à sa place. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui en quoi tu te sens à ta place avec ce que tu fais? Plein de choses, encore une fois, mais je vais essayer d'énumérer. 1. Je suis assis à Dakar, chez moi, dans un environnement que j'aime beaucoup. Ma famille proche autour de moi, mes amis, etc. Je pense que c'est mon sweet spot géographique. Je voyage, donc je ne suis pas coupé du monde. Je suis exposé, connecté à Paris, à beaucoup de pays africains. Aller dans tous ces pays africains, vivre tous ces pays africains, c'est mon sweet spot. Je travaille au quotidien avec des entrepreneurs, des gens qui ont réussi ce que je n'ai pas réussi, des gens que j'admire beaucoup, des gens que j'aime beaucoup, des gens qui me stimulent intellectuellement. Et j'en vois plusieurs par semaine. Ça, c'est plusieurs, des sujets très différents d'une semaine à l'autre. Donc voilà, 2 sweet spots en un. Et je peux vraiment les accompagner et les aider à accomplir leurs rêves. Quand on est assis aux côtés d'un entrepreneur, ça c'est une aventure de plusieurs années. Ce n'est pas, c'est difficile. Il y a des hauts et beaucoup de bas. On rencontre des problèmes, on essaie de les résoudre ensemble. Quand ça se passe bien à la fin, en termes d'impact, c'est très satisfaisant. Bien sûr, j'imagine. Ouais. Donc oui. Super sweet spot, plein de sweet spots. Pour finir, la série de questions de Tamil Gatemeri, c'est des questions usuelles que je pose à tous mes invités. Okay. Est-ce que tu peux me dire, pendant tes différentes transitions professionnelles, tu en as eu, quelle a été ta plus grande peur et comment as-tu la surmonter? Je suis généralement un inconscient. Je n'ai pas assez peur. Ce qui peut être bien. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas classiques. Pas parce que j'étais audacieux, parce que j'étais inconscient. Et donc, je ne pense pas que j'ai abordé mes différentes transitions avec des peurs. Je les ai toujours abordées avec beaucoup d'espoir et parfois de la naïveté. Si je dois garder une peur en moi qui est permanente probablement, c'est probablement d'abord une qu'on a tous, c'est ce syndrome de l'imposteur. On arrive toujours à des endroits où on comprend pas les attentes que les gens semblent avoir. Et je pense qu'on la porte tous. Mais peut-être ce n'est pas vraiment une peur, c'est juste un souci pour moi de mériter ce qu'on me donne. Parce que ces transitions-là ont chaque fois été finalement des opportunités. Je les ai vues comme des opportunités. On m'a tendu une perche. Et il faut la mériter. Oui. En tout cas, ce serait une hantise que de rater cette marche-là, cette perche tendue-là, de décevoir celui qui nous a tendu la perche. Et quand tu parles de syndrome de l'imposteur, comment tu fais pour le vaincre justement? Parce que c'est quelque chose de très commun. Hein. Oui, on l'a tous. D'abord, c'est comme ça que je fais, en me disant qu'on l'a tous. Je pense qu'on n'arrive jamais vraiment à le vaincre. Surtout quand, par exemple, pendant que j'étais chez Google, j'étais extrêmement exposé au public et que les gens se sont imaginé beaucoup de choses. Ah, c'est Google, on s'y fait. Je pense que je recommande aux gens, je recommande beaucoup
un peu d'autodérision, ça aide. Ouais. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Celle que j'ai pris le plus de temps à apprendre, je ne l'ai probablement pas encore apprise. Elle est devant moi, mais d'abord, je dois dire que je me considère comme ce qu'on appelle un late learner. Que beaucoup de choses importantes, je trouve que je les ai apprises très tard. Est-ce que tu les as apprises tard ou tu prends du temps à les apprendre? Tu as des gens, par exemple, qui percutent plus lentement, qui ont besoin de temps pour digérer, comprendre. Ou est-ce que c'est dans ta partie de ta vie plus tardivement que tu as appris les choses? J'ai l'impression, j'ai fait tout plus tard dans ma vie. Donc, je me suis marié plus tard, j'ai fait des enfants plus tard. Tu as médité sur Google à 34 ans. Hein. Oui, bon, mais on apprend avec ses expériences. Et donc, quand on les fait tard, on apprend tard. Donc, je pense que j'apprends tard. J'apprends tard qu'il faut faire d'abord les choses importantes dans sa vie. Ça, je trouve que c'est une leçon qu'on apprend jamais assez tôt. C'est quoi les choses importantes? D'abord qu'il faut décider qu'est-ce qui est important dans sa vie. Et ensuite, qu'une fois qu'on l'a décidé, il faut le faire. Et le courage la réalisation qu'on a le droit de choisir ce qui est important dans sa vie et que ce choix est absolument libre. Je pense que c'est une réalisation importante mais tardive pour moi. Et que quand on sait ce qu'on veut, il faut le faire. Il n'y a pas de raison d'attendre. On n'a pas le droit d'attendre. C'est trop risqué d'attendre. Et est une réalisation qui vient probablement à tous avec l'âge, parce que le chrono avance et on devient plus sensible à ces sujets-là. Mais chaque minute perdue à ne pas faire ce qui est important pour nous est une minute perdue pour de vrai. Et je pense que si je pouvais revenir et savoir ça à 20 ans, j'aurais une vie différente. Bien sûr. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde doit dire ça. On ne l'apprend jamais assez tôt. Qu'est-ce que la réussite pour toi? J'allais dire être dans son sweet spot. Ce serait un peu prétentieux. En fait, je pense que la vraie réponse, c'est que on doit définir sa réussite. Je le disais tout à l'heure, quand je parlais du fait de n'avoir pas fait de choix jusqu'à un certain temps dans mes études, sur le fait que nous, cadres africains en particulier, rentrons dans une sorte d'entonnoir où on nous dit ce qu'on doit être. Et même pas que des cadres africains, moi je le vois en Europe. Oui. Alors, on nous dit ce qu'on doit être. Ouais, on nous dit, on nous le répète, on nous le martèle, on se construit une vision de la réussite qui est non seulement artificielle, mais surtout qui n'est pas de nous. C'est ce qu'elle a de problématique. On a le droit de la rendre aussi artificielle qu'on souhaite, mais je pense qu'on a le devoir de la définir nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Et donc, chacun doit dire ce qui est la réussite pour lui, pour elle. Chaque personne doit avoir cette définition-là et ensuite y aller. Et nous courons tous une course dont nous n'avons pas discuté la ligne d'arrivée. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est terrible. Maintenant, j'essaye beaucoup d'avoir ces conversations avec des jeunes membres de ma famille, par exemple, des personnes dans mon entourage. Le syndrome d'imposteur, c'est que les gens viennent me voir pour des conseils. Alors j'essaye, obligé, et j'ai la prétention d'essayer, mais je leur dis, il faut que tu décides si tu veux aller à Saint-Louis, au nord du Sénégal, ou à Ziguinchor, au sud du Sénégal. Tu ne peux pas décider de l'itinéraire, mais tu sauras si tu vois une voiture qui va à Louga, une voiture qui va à Kaolack, laquelle il faut prendre. Celle qui t'amène dans la direction générale. La plus proche. Voilà. Et donc, c'est aussi ça a un effet très pratique Bien sur sûr. le parcours qu'on va avoir. Et je dis aux gens, mais ces deux destinations sont aussi valables l'une que l'autre. Et aller à Ziguinchor, à Dakar, ce qui est inacceptable, c'est de partir sur la route sans savoir. Pour moi. Alors d'autres vous diront non, c'est la route qui est intéressante, qu'il faut marcher au hasard. Mais je pense qu'à un moment, il faut un peu se prendre en charge et décider où est-ce qu'on veut aller, être capable de remettre en cause cette décision. Et on n'a pas qu'une vie. Ouais. D'ailleurs, on ne doit pas avoir qu'une vie. Alors décidons d'une destination et si en cours de route on change d'avis, tant mieux. Moi, j'attends Tidiane, prof, enseignant. J'espère. Je l'attends. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? En travaillant avec d'autres personnes. J'apprends des gens. J'apprends très peu tout seul. J'apprends avec les gens. Je lis beaucoup, je l'avoue. Je lis de manière assez compulsive. Du coup, c'est une de mes questions aussi. Donc,
Est-ce que tu as un livre à recommander? Beaucoup. Oui. Ma réponse sera différente chaque jour. Okay. C'est peut-être ce qui rend cette question difficile. Ma réponse sera différente d'une minute à l'autre selon la personne qui la pose, selon ce que je suis en train de faire, parce que je pense que j'ai un livre que j'aime dans tout. En tout cas, sur cette question, enfin, sur tout ton cheminement, pour trouver, enfin, pour être dans ton sweet spot, pour décider de ta route, enfin, de ta destination. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, par exemple? Alors, sur cette question particulière, je dirais probablement c'est le livre de Clayton Christensen, un professeur de Harvard, décédé récemment, un tout petit livre qui s'appelle How Will You Measure Your Life? Tu me l'avais conseillé d'ailleurs. Ah ben voilà, c'est un livre qui dit ça, qui dit qu'il faut décider ce qu'on veut faire de sa vie et y aller. Sur ces sujets-là, oui, ça. Mais si je dois avoir une recommandation, ce n'est pas un livre en particulier, c'est de lire un livre par semaine. Il y a tellement de monde dans les livres. Mon père, qui donc ne lisait pas les livres en français, il vivait dans une bibliothèque. Notre maison, c'était plein de livres en arabe, ce qu'il savait lire. Nous laissait lire tout et n'importe quoi, sans filtre. Et m'a dit plus tard, quand j'étais un peu plus grand, une phrase qui m'est restée et que j'ai réussi à articuler en français comme ça. Il disait que lire un livre, c'est vivre une autre vie. C'est rallonger son expérience de la vie. Et donc, il faut en lire autant que possible, vivre autant de vie que possible pour se construire. Et c'est que ce soit de la fiction, que ce soit des livres professionnels, que ce soit des livres, je sais pas moi, de self-help qu'on dénigre. Mais je pense qu'un livre est toujours bon à lire. Complètement. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Mes questions sont un peu... Oui. Est-ce que c'est la même réponse tous les jours? Je sais pas. D'abord, je sors difficilement du lit les matins. Je ne suis pas du matin. Mais quand j'en sors, c'est parce que c'est en quoi je pense en premier, c'est que j'ai des engagements. Et en général, c'est des engagements que j'aime bien. Donc ça va. Oui, donc ça va. J'aime bien ce que je fais tous les jours. Super. Quel conseil tu donnerais aux grandes boîtes, aux organisations, dans la gestion de leurs jeunes collaborateurs? Oh, question inattendue. Alors, je devrais pouvoir dire je ne sais pas et rester sur cette réponse-là pour deux raisons. Parce que aujourd'hui, à 47 ans, je travaille dans mon équipe des jeunes qui ont 25 ans et je trouve qu'ils sont tellement différents de ce que j'étais. Bien sûr. Ils sont tellement plus conscients, plus mûrs, plus ambitieux, plus organisés, plus réfléchis, que je ne suis pas sûr que je saurais donner des conseils pertinents de leur point de vue sur comment il faut les gérer. Non, il faut le reconnaître. Et je commence à avoir un disconnect. Et je trouve que c'est une génération, par exemple, qui est beaucoup plus éthique que la mienne, qui est beaucoup plus exigeante, en tout cas, sur soi-même et avec les autres. Et j'apprécie beaucoup ça. Et la seule chose que je peux dire, du coup, c'est qu'il faut les écouter. Il faut les écouter. Et après, si je dois donner une réponse de ma perspective, j'espère qu'ils pensent tous comme ça. Il faut leur donner l'occasion d'apprendre. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un à cet âge-là. Il faut leur donner l'occasion d'apprendre et du coup un champ pour apprendre, essayer, se planter un peu. Et il faut prévoir ça dans son organisation. Une organisation qui ne donne pas à ses employés l'opportunité de faire des erreurs est une organisation qui n'innovera pas. Non mais en tout cas, je voulais te poser cette question particulièrement parce que cette nouvelle génération, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, tout le monde veut être entrepreneur, la Startup Nation, en tout cas en France. Oui. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'on ne peut pas tous être entrepreneurs. Non. On pourra pas l'être. C'est comme ça. En revanche, toi, tu l'as fait chez Google, par exemple. Moi, je l'ai fait beaucoup chez Canal, de l'intrapreneuriat. Tu vois, d'avoir un esprit entrepreneurial dans un cadre. En fait, cette génération-là, je pense qu'il y a tout ça qu'il faut aussi cultiver. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Je pense qu'ils sont demandeurs. Oui. Et donc, que la manière de travailler, de donner des missions peut se restructurer autour de ça. Ils sont exigeants sur l'impact. Donc, il faut leur donner l'occasion d'en avoir. Et que s'ils ne se rêvent pas tous entrepreneurs, se rêvent tous un peu entrepreneurial. Oui. Donc, oui, évidemment, ça se construit. Mais
moi, j'ai envie de leur dire, on n'est pas entrepreneur à vie. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai été salarié, entrepreneur, etc. Entrepreneur, c'est aussi souvent une phase particulière dans notre vie. Et c'est une phase qui n'est pas si grande que ça. C'est une phase qui est précieuse. Parce que c'est une combinaison d'envie et d'être dans une position de pouvoir le faire. Et très vite, on se trouve dans une position où c'est beaucoup plus difficile de le faire. En tout cas, où c'est ce qu'on croit. Donc, la phase entrepreneuriale dans la vie est limitée. Donc, des gens qui sont entrepreneurs, il y en a pas beaucoup. Le nombre d'années où on l'est, il y en a pas beaucoup. Donc, c'est un temps précieux. C'est une ressource, en fait, précieuse. Et qu'on gaspille, je pense. En particulier en Afrique. Ok. C'est un sujet que j'aimerais expliciter un peu plus parce que je pense que c'est le fond de la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je donne toujours cette comparaison-là. Si vous prenez deux jeunes personnes pédigrées extraordinaires, sorties de grandes écoles, une africaine et une américaine, qui veulent entreprendre à la sortie, au début de leur carrière, évidemment, ils doivent apprendre. Comme tout le monde, ils ont 80% de chances de se planter. Il faut 3 fois avant qu'ils arrivent à faire un truc bien. Si c'est une personne qui est assise aux US, elle va trouver, quelle que soit son origine, elle va trouver très rapidement de l'argent et de l'accompagnement et va pouvoir démarrer son projet, le tester en 6 mois. Et le projet meurt ou passe. Première itération. Au bout de 3 ans, il y a eu 4 itérations. L'expérience entrepreneuriale est là, l'expertise s'est développée, etc. La même personne essaie de faire ça en Afrique. Pour faire son proof of concept, ça lui prendra 2 ans. 2 ans, ouais, clairement. Et donc, ça lui prendra 2 ans pour faire la première itération, 2 ans pour faire la suivante, etc. Et donc, cette ressource entrepreneuriale qui est précieuse, on la gaspille. Parce qu'on les finance pas. Parce que le financement, c'est de l'accélération. Bien sûr. C'est juste de la vitesse que ça donne, c'est du temps. Et donc, financer un entrepreneur au début de son projet, c'est faire passer ce cycle-là de 2 ans à 6 mois. À 6 mois. Ouais, que je comprends mieux maintenant. Et c'est multiplié par 4, 5, la ressource entrepreneuriale de la personne. Globale. Voilà. Même de l'énergie. Et donc, c'est pour l'écosystème, c'est 5 fois l'énergie. Clairement. Et en fait, quand ce n'est pas là, ce qui est le cas souvent aujourd'hui, c'est une tragédie humaine. C'est une vraie tragédie. Ouais, il faut qu'on l'arrête. C'est but en fait. Oui, c'est une vraie tragédie. On a des entrepreneurs qui sont là pendant 2 ans, qui font des choses à côté pour financer leur projet, pour que ça se plante à la fin des 2 ans, qui seront épuisés, ils n'ont pas assez appris. Leur même camarade qui était ailleurs maintenant est loin devant eux, non pas en termes de progrès dans l'aventure, mais en termes d'expertise, d'appris, d'acquis. Et ça, c'est une tragédie. On doit l'arrêter. Très vrai. Et si les auditeurs veulent te joindre ou te suivre sur les réseaux sociaux, je sais que tu es très présent sur Twitter. Oui, je suis sur Twitter et sur LinkedIn. Pas autant que je l'étais avant, je le regrette. Plus souvent peut-être sur LinkedIn aujourd'hui que sur Twitter, mais oui, je réponds presque toujours sur Twitter et sur LinkedIn. Presque toujours. Je mettrai les liens, en tout cas, de tes comptes. En tout cas, merci beaucoup. Et je t'en prie, c'était une conversation surprenante et intéressante. Non, moi j'ai beaucoup appris, hein. Comme d'habitude, sur l'université, j'apprends beaucoup. Je me demandais tout à l'heure, est-ce que moi aussi j'ai le droit de te questionner, parce que je me disais à la fin, j'ai bien envie de te demander, devant les auditeurs, non, mais d'abord, je pense que c'est particulier ce que tu fais là. Cette interview, ces questions-là. Et je suis sûr que dans chacune, tu apprends beaucoup. Oui. Mais est-ce que tu commences à voir un pattern émerger? Est-ce que tu commences à avoir quelque chose, un thème commun dans ces conversations-là? Oui, beaucoup. Je pense que tu devrais le partager. Oui, beaucoup. Déjà, ce que tu disais sur la réussite en tant que telle, le fait de se définir sa propre réussite, ce que je vois, c'est que j'ai autant de réussite que d'invités. J'ai autant de définitions de réussite que d'invités. Ça, c'est une certitude. Ensuite, soit mes invités, ils savent ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont petits. Mais c'est rare, hein. C'est très rare. Mais s'ils l'ont, en tout cas, ils persistent. Et beaucoup, ils sont un peu allés dans la route toute tracée dont on parle. Et il y a à un moment donné, quelque chose bousculé. Et c'est des gens qui ont entrepris leur vie. Moi, je me cherche encore, hein. Je me cherche et c'est grâce à vos retours que je trace ma voie. Et ce que je remarque, en tout cas, c'est des gens je parle beaucoup d'entrepreneurs, j'aime beaucoup les entrepreneurs. Pas parce qu'ils sont quitté un modèle et ils ont créé leur propre modèle, parce que ce sont des personnes qui ont su entreprendre leur vie. Tous mes invités sont des entrepreneurs. Oui. Parce qu'il y a un moment donné, ils ont pris du pouvoir sur leur vie.
Et c'est ça, en fait, le pattern que je vois. Pour l'instant, j'en ai plein d'autres, hein. J'imagine. Je pense qu'on a droit à un podcast où toi, tu parles de ce que tu as appris. Je ferai un épisode. C'est obligé. Et la dernière question est plus facile. Quel est l'invité impossible que tu rêves d'avoir sur ce podcast? Waouh, l'invité impossible. Moi, j'aimerais bien avoir Tidjane Thiam. Ouh. Ouais. Moi aussi. Moi aussi. J'aimerais bien Tidjane Thiam. Écoutez, je suis sûr que dans les gens qui écoutent ce truc, il y en a qui peuvent le contacter et le lui dire. Beaucoup. Mais si on le lui dit, j'aimerais t'aider à pitcher pour qu'il fasse ça, parce que il fait partie de ces gens dont on raconte le parcours dans les journaux et tout ça. Et ce que je sais, voilà, c'est que lui-même ne le raconte pas, comme tu dis, et que ce qu'on raconte est très certainement une vision très très parcellaire de l'histoire. Absolument. Et très qui manquera beaucoup de nuances, et que l'avoir lui le raconter avec sa perspective et les nuances, etc. Ce sera difficile parce que je ne suis pas sûr que tout peut être dit, mais ce sera plein de leçons. Oui, en tout cas. Alors, mon cher homonyme Tidjane, si tu entends ça, écoute, fais-le, s'il te plaît, fais-le. Please, pretty please. En tête, là, c'est lui qui me vient. Et puis, j'essaye beaucoup dans ce podcast d'avoir des gens très très divers. Que, encore une fois, la réussite, c'est plein de chemins. Par exemple, là, on a parlé du Sénégal, de la culture, etc. C'est autre chose dans une autre communauté, une autre culture. Et moi, c'est ce mix-là qui m'intéresse beaucoup. Et comment tu vas faire pour aller chercher, trouver, interroger les réussites silencieuses? Bah, écoute, j'y réfléchis. J'y réfléchis parce que... Tu vois, tu me dis, je peux imaginer plein de gens autour de nous qui ont tranquillement fait ce qu'ils voulaient faire. Bien sûr. Qui sont dans leur sweet spot tranquille. Invisible. Ouais, ça, j'y réfléchis parce que tu vois, au départ, moi, ce qui a déclenché tout ça, faut quand même le rappeler, c'est que, c'est un burn-out. Ouais, tu me disais. Donc, naturellement, au départ, je me dis, OK, je vais interroger mon environnement proche, dont on pense qu'ils ont réussi, et du coup, comprendre. J'ai pas assez parlé de mes plantages, dans ce podcast. C'est ce que je regrette un peu. J'ai pas parlé assez. Mais je pense qu'on se fera une autre session. Parce que, on se fera une autre session. Planter une entreprise, c'est quand même douloureux et ouais. Mais non, mais on se fera une session. J'aimerais faire une session. La dernière fois, j'expliquais à quelqu'un, qui n'arrivait littéralement pas à me croire. Ah oui? Je débarquais de Paris avec un package de licenciement qui devait faire 35 000 euros à l'époque, à 27 ans, un chômage de 2000 et quelques euros par mois. J'étais bien. Après, j'avais pas de quoi payer le taxi pour aller aux Andeleville. Ouais, et les gens, ils croient pas ça. Et un an et demi après, j'avais 6 mois de loyer d'arriéré, tout ça. Et c'est tellement cher, là, avec voilà, donc, et je n'étais pas préparé pour ça. Je n'étais pas du tout préparé pour ça. Non, mais on se fera une autre session. Il faut qu'on fasse un failcon, qu'on raconte nos plantages, qu'on rassure nos jeunes camarades que c'est normal. Ouais. C'est un cliché, mais il faut tomber, il faut se relever. Il faut le déconstruire, et c'est tout l'enjeu. Mais en tout cas, sur les réussites silencieuses, moi j'y pense. En fait, on ne se plante pas. On s'échine à faire des choses. Et on s'échine parfois à réussir de la mauvaise manière. C'est tout. Parce que quand on a trouvé ce qu'on veut faire, on se plante pas dessus. C'est vrai. On se plante pas. C'est la réussite, c'est juste trouver ce qu'on veut faire. Bah oui, d'où ce que je disais tout à l'heure, justement, de prendre le temps de définir ce que c'est la réussite pour nous. Intéressant. J'attends ton podcast alors pour me dire quand tu auras défini ta réussite. Je le ferai sans faute. En tout cas, mille merci. Je t'en prie. C'était vraiment chouette. Merci pour votre écoute. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le descriptif de l'épisode et sur le site www.gatemery.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sous le pseudo @gatemery, ou bien sur LinkedIn directement en me contactant, Nguersar, N'_GEURSA2R. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à vous inscrire aux découvertes de Gatemery, qui est ma newsletter axée sur l'ouverture et la curiosité. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen de promouvoir tous ces nouveaux modèles de réussite. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Gatemery.
revoir.